Les Éditions de l'Homme et Recto Verso Éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné de l'auteur invité de cette semaine, Marie Larocque. Et juste avant, Marie, on parlait justement de l'argent que le Québec a amassé, la plupart des pays aussi qui ont amassé beaucoup de sous pour Haïti. Et toi, tu as pu constater qu'au bout du compte, les gens qui en avaient besoin en recevaient pas beaucoup, là. Ben, en fait, moi, je suis pas une spécialiste de l'aide, là, puis je veux pas non plus porter de jugement trop généralisant, sauf que ça prend pas un génie, là. Je veux dire, quand on voit les maisons qui sont louées, par exemple, pour les coopérants, le prix des véhicules, il y a des loyers, par exemple, qui allaient jusqu'à 16 000 US par mois. C'est complètement ridicule de pas... Surtout, souvent, c'est des organismes qui viennent construire des maisons, fait qu'on aurait tendance à penser qu'ils pourraient commencer par se construire une maison pour eux, puis ensuite aider les autres. Non, c'est tout de suite dans le gros château. Pas toujours, mais souvent. Puis il y a tellement d'argent qui est dépensé, justement, dans ces loyers-là, ces locations-là. Puis comme c'était passé, il y a parfois des salaires qui dépassent l'entendement. Après, c'est normal d'être payé cher en Haïti. Il y a un facteur risque, il y a un facteur... je veux dire, c'est des conditions difficiles pour les travailleurs humanitaires. Mais il y a une limite, là. Je veux dire, quelqu'un qui va être payé, je me souviens, je pense que c'était 18 ou 25 000 par mois pour faire des conférences sur les droits de l'homme, par exemple, aux quatre coins du pays. Des conférences que n'importe qui aurait pu faire. Je veux dire, tu imprimes 4 feuilles sur Internet, tu vas lire, c'était à peu près ça. Ça changeait absolument rien. C'est hyper cher. Il y a plein de salaires comme ça qui sont injustifiés pour des postes qui servent à rien. Pas que, là, il y a des gens vraiment qui servent à quelque chose. Mais tout cet argent-là, tu as l'impression quand même que les pays qui aident Haïti s'aident eux-mêmes parce que l'argent, elle rentre dans le pays pour en ressortir en salaire. Quelqu'un qui est super payé, il fait je sais pas combien par mois, forcément, s'il n'y a rien à dépenser en Haïti, ben, cet argent-là retourne dans son pays. Par exemple, les Nations Unies, c'est quand même 115 nationalités qui travaillent pour les Nations Unies juste en Haïti. C'est énorme, là, c'est énorme en budget annuel, c'est énorme en dépenses de toutes sortes. Pour quelque chose, oui, il y a un résultat, mais c'est pas un résultat, je veux dire, au prix qu'il paye, tu attends un résultat qui est vraiment supérieur à ce qu'il a en ce moment. Puis au niveau de la reconstruction, pareil, je suis pas spécialiste, je suis consciente qu'il y a des difficultés, c'est pas facile à Haïti, les routes sont pas évidentes, mais c'est tellement tout petit que tu te dis, ben voyons donc, avec tous les moyens qu'on a, toutes les connaissances qu'on possède et tout l'argent qui a été envoyé là, comment ça se fait que c'est pas plus avancé que ça? C'est quand même un mystère, là. Je me crois qu'il y a beaucoup de magie en Haïti, mais ça explique pas tout. Mais est-ce que les Haïtiens étaient contents de voir qu'il y avait de l'aide qui s'en venait? Mais je pense qu'il y a eu 2 étapes. Je pense qu'au début, ils ont été contents, genre on n'est pas oublié, le monde s'occupe de nous, tout ça. Mais ils ont été très vite tassés pour la plupart. C'est les Blancs, ou en tout cas, quand je dis Blancs, c'est les étrangers à Haïti. Quand ces étrangers-là sont débarqués pour reconstruire, ils ont vraiment tassé les Haïtiens. Ils ont construit à leur place, genre on fait ça pour vous, on vous le laisse. Après, forcément, il y en a, je veux dire, c'est la première fois, ils vivent un séisme, ils reçoivent ça après, ils attendent juste le prochain cadeau. Il faut les inclure dans, tu sais, au lieu de les traiter de paresseux, c'est même beau de dire, ils travaillent pas, mais il faut encore leur donner un travail aussi. Puis la façon, par exemple, dont on employait les Haïtiens, c'était, moi je trouve ça effrayant, là, ils étaient payés, je pense que c'était 5 $ par jour, qui est le salaire du pays. C'est vrai qu'on n'a pas à changer tout ce qu'il faut, le système, puis de fucker l'économie en bon français. Sauf que je comprenais pas, par exemple, pourquoi on nourrissait les Haïtiens sur les chantiers. Je me dis, ben voyons, on pourrait les payer un peu plus qu'ils se nourrissent eux-mêmes, là. C'est humiliant. C'est pas des enfants, c'est des hommes qui travaillent fort. Ils ont le droit de décider eux-mêmes si ça leur tente de manger du poulet, du poisson, du riz ou whatever. D'être nourris comme s'ils étaient à la garderie par des patrons paternalistes. Moi, je trouve ça m'a choqué. Alors, je me disais, bon, t'as juste à les payer un peu plus cher. Puis, même chose, c'est que ces mêmes organismes-là qui emploient, par exemple, les Haïtiens, sous-payés, ils se défendent en disant, mais non, mais de toute façon, on a un programme, on va payer l'école pour leurs enfants. Encore là, mais non, paye-les mieux, ils vont la payer l'école. C'est hyper important pour la plupart des parents haïtiens que leurs enfants fréquentent l'école. Ils se sacrifient pour envoyer leurs enfants à l'école. Fait qu'on est qui, nous, pour dire, ah non, on va gérer ça à votre place. On n'est pas leurs parents. Puis cette attitude-là qui est tellement paternaliste, non seulement est insultante et humiliante pour les Haïtiens, mais à cause réellement du tort. Parce que un Haïtien qui est né, qui a grandi dans cette espèce de système-là d'assistanat, il développe pas son autonomie, il développe pas d'initiative. Puis c'est de notre faute, ça, carrément, je pense. Et dans ton ouvrage, tu parles beaucoup aussi de toi en tant que blanche, mais t'es fait aussi en tant que blanche du regard des Haïtiens sur vous. Ben, c'est que forcément, on fait tâche, là. Je veux dire, on était très visible dans la nuit comme le jour, là. Je veux dire, tu flashes. Puis surtout, ma fille blonde aux yeux bleus, les cheveux longs comme une cascade, tu la vois de loin. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui était le fun, c'est qu'à force de vivre dans une petite communauté,
c'est justement, on se faisait appeler, moi j'étais laïcienne, là, j'étais plus du tout blanche, puis moi j'interdisais, entre parenthèses, qu'on m'appelle blanc, parce que je disais, si tu m'appelles blanc, je te parlerai pas. Tu sais, j'ai un nom, appelle-moi par mon nom. Puis des fois, tu dis, ben, je sais pas ton nom. Je dis, ben, c'est pas grave, je sais pas le tien, puis je t'appelle pas, hey, noir, noir, noir. Tu sais, viens ici, j'étais madame, monsieur, mademoiselle, je sais pas, trouve quelque chose, tu sais. Puis finalement, dans mon quartier, je me faisais plus, puis c'est niaiseux, là, mais c'est agressant de se faire appeler blanc, blanc, blanc 10, 15, 20 fois par jour, c'est vraiment fatigant. Fait que quand ça sort, c'était tout content, puis c'est qu'à un moment donné, à force de l'enlever, cette espèce d'appellation-là, puis de différence, c'est qu'on devenait, tu sais, tout le monde, c'est moun en créole, c'est tout le monde, tous les gens sont égaux, en fait, ça serait un peu ça l'équivalent français. Ça devient tellement le fun quand il n'y a plus cette espèce de différence-là de peau, de culture, puis qu'on se dit, ben non, on vit tous la même chose au quotidien, on a tous eu la même mauvaise nouvelle, on a tous été tristes par tel accident, on est tous contents parce qu'il se passe telle chose. Les communautés se resserrent. Ben, quand je dis les communautés, on n'était pas une communauté, juste mes filles et moi, sauf que on était quand même la tâche qui détonnait dans cette espèce de paysage-là. Puis, dans le fond, pour garder l'image de couleur, c'est qu'au début, c'était vraiment très, très noir et blanc. C'était nous et eux. Puis, à la fin, ça s'est comme mélangé. Puis, c'était... tu sais, autant eux que nous, on a appris un de l'autre. Puis, je trouve ça vraiment intéressant pour ça, moi, les mix un peu comme les échanges qu'on faisait à l'école, là, les échanges, si tu vas vivre dans une autre famille, tu apprends beaucoup et tu apprends beaucoup à l'autre aussi, fait que ça... Est-ce qui a beaucoup aidé ton incursion, c'est le fait que tu parles créole? Ah, c'est incontournable, ça, c'est clair que aller en Haïti puis pas parler créole, t'es vraiment limité, parce qu'il y a des Haïtiens qui parlent français, mais c'est vraiment des gens beaucoup plus éduqués, plus intellectualisés. C'est pas la majorité du pays, donc si tu veux vraiment parler aux paysans ou aux gens que tu rencontreras jamais d'ailleurs à Montréal, en France ou à New York, qui sortiront pas d'Haïti, c'est leur pays, ils sont nés là, c'est des paysans, ils vivent, ils sont très très près de la terre. Ces gens-là parlent créole, puis ils ont plein de choses à dire, ils sont hyper intéressants. Ça fait que si ta conversation avec eux est limitée au français, ils vont se débrouiller, ils vont pouvoir te demander d'où tu viens, des petites questions un peu plates, mais tu n'auras pas vraiment de conversation avec ces gens-là, puis c'est vraiment dommage parce que ils ont toute une philosophie de vie, les Haïtiens, qui a beaucoup à nous apprendre, entre autres. Et dans le récit, il y a beaucoup de phrases en créole lorsque les gens du pays parlent. Ben, c'est une belle langue, hein? C'est une langue qui est très colorée, musicale, poétique. Moi, c'est une belle langue pour insulter aussi. Ça part vite. Puis, non, moi, je trouvais ça essentiel, un peu comme dans mon autre roman, Jeanne, je trouvais ça essentiel qu'il y ait un français de rue, là, vraiment trash, parce que je parlais de gens vraiment trash. Puis, j'aurais pas pu les faire bien parler, ça aurait pas marché. De la même façon, j'aurais pas pu faire parler mes personnages en français. Ça aurait pas passé. Là. Ça sonne mieux en créole. Puis de toute façon, la traduction, moi, je traduis tous les dialogues, mais c'est des traductions plates. Si les dialogues étaient tels quels en français, ils sont même pas le fun. T'sais. C'est l'image en créole, moi, que je trouve drôle. On parle pas comme ça du tout en français. Je trouve que c'est une belle petite langue. Et dans l'ouvrage, tu parles beaucoup aussi de la religion qui est très importante pour les Haïtiens. Ben, c'est demain si Dieu voulait. Hein? En Haïti, demain, ça n'existe pas. C'est vraiment le bon Dieu qui décide. C'est très, très, très fatigant. Quand on n'est pas croyant, en tout cas, moi, je le suis pas. Puis, c'est souvent, bon, c'est la joke classique, là. C'est bon, ben, à demain, Marie, si Dieu voulait. Puis, je dis, non, même si Dieu veut pas, je vais être là. J'étais là, non, tu pourras pas. Je te jure, check bien ça, tu sais. Puis, c'était toujours la blague, mais c'est sûr que c'est avant tout un tic de langage, là. C'est demain, si Dieu voulait. Ça va juste tout ensemble. Mais au-delà de ça, c'est quand même... il lâche complètement prise sur la possibilité que demain dépende d'eux. C'est tellement demain dépend de Dieu que t'es un peu pas défaitiste, mais passif quand c'est ce que tu penses. C'était fatigant. Aussi, c'est fatigant. Après, ils ont besoin de la foi, parce que moi, je me souviens, je m'obstinais beaucoup avec des voisins, justement parce que j'étais pas croyante, puis je soulevais des contradictions dans la Bible. Et je leur posais des questions, par exemple, sur l'Immaculée Conception. Tu essaies de creuser, genre. Puis évidemment, ça marche pas 9 fois sur 10. Puis une fois, ça a marché un peu avec un de mes voisins. Puis là, j'ai vraiment questionné. Puis il était, justement, lui, il lisait beaucoup. Il était très intéressé par les langues. Il parlait très bien français d'ailleurs. Même si on se parlait créole, il avait un très très bon français. Puis bref, on parle de religion. Puis je soulève tellement de contradictions qu'il finit par douter lui-même de sa propre religion. Puis finalement, il me dit, il est troublé, puis il me dit, ben Marie, attends, si t'as raison, moi, il me reste quoi, tu sais? Puis là, j'ai fait, oups, je garde. On parle pour parler. Je dis, dans le fond, je dis n'importe quoi, c'est juste, puis on a complètement changé de sujet parce que je me dis, mais j'ai quoi, moi, à y offrir, tu sais? Pourquoi je vais aller y enlever sa foi, je suis qui? Pour aller démolir une foi qui, c'est ça qui donne le sourire tous les jours. Il y a cet espoir-là d'une éternité qui va être meilleure. Ils l'ont, la foi. Ils l'ont.
Je pense que quand c'est à ce point-là, c'est parce que tu en as réellement besoin. Ils sont tellement confrontés à la mort Mais oui, tout continuellement. le temps. Fait que tu as besoin de croire à quelque chose, puis si ça se trouve, je veux dire, on le sait pas, Dieu existe ou pas. En tout cas, c'est pas de mes affaires. Puis je me disais, dans la mesure où j'ai rien à y offrir de toute façon pour combler, s'il y avait plus de foi, je peux pas faire ça. Puis c'est... par contre, tout ce qui est rapport au voodoo sont très, très voodoo. Puis le voodoo, c'est une super belle religion, justement, parce qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de bien et de mal dans le voodoo. C'est vraiment... c'est une religion qui est hyper intéressante, sauf qu'encore là, des fois, si on accuse toujours les esprits, ou on les rend toujours responsables de nos malheurs, à un moment donné, ça nous empêche quand même de guérir ou de prévenir les choses qu'on peut guérir ou prévenir. Tu sais, par exemple, il y a beaucoup de morts, justement, dans notre quartier. Il y en a que c'était clairement des empoisonnements alimentaires ou des fièvres ou tout ça, mais non, c'est les esprits, c'est les esprits. Ça empêche de regarder, par exemple, d'un peu plus près la salubrité, de regarder, de soigner une fièvre au lieu de juste attendre, de peut-être prendre un médicament au lieu d'une plante. Tu sais, puis après, je veux pas rentrer là-dedans parce qu'il y a effectivement des très, très, très grands docteurs, des Ougans voodoo qui connaissent réellement les plantes et la médecine. Mais au niveau des croyances, des fois, ça va. C'est un peu loufoque quand même pour... Et dans l'ouvrage, tu parles de ta fille Charlotte que tu as failli perdre. Oui. Ben, je raconte en fait son accident parce que c'est... En fait, l'accident a failli la tuer, mais c'est vraiment l'hôpital qui a failli l'achever, là. C'est ça qui était pathétique dans cette histoire-là. C'est, mon Dieu, qu'on se sent loin de Montréal quand une chose pareille arrive, parce que la route est réellement dangereuse. Charlotte s'est fait happer littéralement devant nous, t'es projetée plusieurs mètres. Moi, j'étais sûre qu'elle était morte. Elle était, mon Dieu, elle était dans un état épouvantable, là, les yeux tout blancs, elle bavait, tremblante, là. T'as toute cette espèce d'attroupement-là qui arrive, puis tu sais qu'il n'y aura pas d'ambulance, tu le sais qu'il n'y aura pas de... Il se passera rien, là. Nous, on a eu une chance incroyable parce que une équipe de Médecins Sans Frontières s'en allait à la plage par ce bout dimanche, a vu l'accident, s'est arrêté, puis nous a porté secours. Puis là, c'est arrivé à l'hôpital, c'était un autre bordel, c'était dégueulasse, c'était une tente dehors, elle avait la tête, je veux dire, vraiment une grosse bosse derrière la tête, s'occupait de ses pieds, parce que je veux dire, toute la scène était tellement ridicule. Il a fallu que je prenne en main les opérations, de la faire envoyer dans la salle de radiographie. Puis, mon Dieu, je suis tellement ni médecin ni infirmière, je connais rien là-dedans. Fait quand j'ai vu que c'était moi qui menais le truc, j'ai eu peur. Tu sais, je me suis dit, mais voyons donc, c'est moi-même qui va tuer ma propre fille parce que je suis pas médecin, je suis pas. Tu sais, c'est un peu paniquant. Et finalement, ça a super bien été. Quelques points de suture, difficulté à marcher un peu pendant un mois ou deux, mais aujourd'hui, là, zéro séquelle de cet accident-là. Puis c'est des choses qui arrivent en Haïti, puis c'est tellement... c'est difficile de prévenir un accident parce qu'il y en a tellement, tellement tout le temps. T'as beau être prudent, je veux dire, les routes sont effrayantes, les véhicules sont pas très en forme non plus. Fait que c'est un des grands, grands dangers. D'ailleurs, on a perdu plusieurs voisins, nous, qui n'ont pas eu la chance de ma fille, justement. Mais ce qui était particulier en Haïti, je trouvais, c'est ça, c'est que même à l'hôpital, il y a certains hôpitaux que tu veux juste pas être malade, là, ils vont t'achever. Ils vont t'achever. Si tu me permets, Marie, on s'arrête et dans les prochains instants, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Avec plaisir.